Bienvenue au cours de physique. Alors, première chose, donc, bonjour. En fait, il y a quelqu'un qui est arrivé, peut-être. Alors, première chose, j'ai reçu beaucoup de devoirs. Je pense que tout ce que j'avais reçu avant hier soir, un certain horaire, j'ai renvoyé en correction, en commentaire, quelque chose. Ce que j'ai reçu après, je n'ai pas regardé, sincèrement, je vais regarder plus tard. Donc, si vous le savez, merci de les envoyer. Même en retard, j'arrive aussi, je les corrigerai volontiers. Globalement, se sont bien passés, il fallait seulement faire attention, il y avait un exercice. Les livres donnaient une valeur pour le temps, qui était un nombre un peu suspect, un peu bizarre, surtout ils vous donnent ces valeurs sans unité de mesure. Et donc, normalement, on peut toujours être un peu, se méfier quand on trouve une valeur comme ça. Le mieux, c'est toujours d'aller rechercher dans les formulaires. Alors, c'est vrai que c'est pas grave. Qu'il a fait en utilisant ces valeurs, en fait, les résultats étaient faux. Il fallait plutôt prendre directement les résultats du formulaire. Mais c'est une erreur du livre, donc ça ne dépend pas seulement de vous. Mais normalement, c'est méfiant. Il n'y a pas l'unité de mesure après. C'est vrai que peut-être ça ne vaut pas la peine d'utiliser ces valeurs-là. OK? Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais par exemple, là, dans l'exercice, je crois que c'était de l'étain et on ne savait pas exactement si c'était liquide ou bien solide. Oh, oui. Alors, donc, ça, c'est une chose qu'on va voir dans quelques semaines. Donc, à la base, si on a le doute, même déjà maintenant, dans les formulaires, il y a, parmi les différentes colonnes, il y a une colonne qui est la température de fusion et la température d'ébullition. Dans cette colonne, vous trouvez donc à quelle température il y a la température de fusion pour un certain élément. Et donc, à partir de quelle température vous trouvez cet élément à l'état liquide. Pour des températures supérieures à la température de fusion, il se trouve à l'état liquide. Pour des températures inférieures à la température de fusion, il se trouve à l'état solide. Donc, si on a le doute, c'est juste comme remarque, il faut toujours se préoccuper de l'état. Donc, si on a un doute, parce que c'est un matériel comme l'étain, par exemple, on n'est pas sûr si à 150 degrés ça joue ou pas, on doit chercher la température de fusion. Okay? Vous le trouvez dans les formulaires, toujours dans la page 18-19. Bonjour. Okay? Bonjour. Oui, bonjour. Donc, c'est Denis. Bonjour, Denis. Oui, moi j'étais sur le planning et j'attendais sur le planning. Je ne savais pas que c'était dans l'équipe. On peut démarrer la réunion du planning aussi? Oui. Moi, j'ai toujours démarré les réunions dans l'équipe, dans la conversation. OK. Alors, désolé, c'est pas grave pour moi. Non, merci. J'espère qu'il n'y a pas d'autres qui sont là. OK. Donc, est-ce que Julien, ça va pour les discours de l'État? C'était Julien? C'était Edouard, mais oui. Ah, c'était Edouard, pardon. Oui, est-ce que ça va comme ça? Donc, si on a le doute, on va consulter quelle est la température de fusion et voir en fait et déterminer ainsi quel est l'état de la matière à la température de l'exercice. OK? Edouard, c'est OK? Oui, pas de souci. OK. Donc là, c'est par rapport au devoir. Sinon, les restes, en fait, globalement, je pense que c'est assez clair pour tous. Est-ce qu'il y a des questions quant à la théorie qu'on a vue la semaine passée? Oui, madame, vous m'aviez dit que vous ferez un petit résumé, mais du coup, vous ne l'avez pas fait. Bon, oui? Du coup, est-ce que c'est possible de m'expliquer vite fait ce que vous avez vu? Oui, mais j'ai envoyé un lien, hein. Je l'ai fait. Je pense là. J'ai pas vu. J'ai écrit dans conversation pour notre classe. Je vous ai envoyé un lien. Donc là, je fais un résumé rapide, mais après, vous trouvez les liens. Je fais une vidéo express, j'écris dans la... Vous l'avez pas vu, ces messages? Non, j'ai pas vu. Personne l'a vu? Si. Donc, moi, j'écris dans... Hein? Quelqu'un l'a vu? Oui. Oui. Alors, il faut vraiment, par contre, être sûr que les messages qu'on s'envoie sont reçus. Donc, si jamais après, vous me dites si vous les voyez, Mona, en fait, j'écris dans la conversation de l'équipe. Il est où? Ok, dans la conversation. Et c'est un petit vidéo sur YouTube, mais dans la conversation, je pense avoir écrit dans la conversation équipe, donc notre équipe ici, dans les canaux de physique générale. Vous les trouvez donc après. Donc, il est dans le fichier ou? Non, dans la conversation, c'est... Mais c'est bizarre.
Donc, vous voyez, il y a les équipes, il y a le canal des physiques générales. Ouais. Bah, je suis dedans là, mais il y a juste bonjour à tous, je me viens de regarder vos devoirs. Demain, rendez-vous à 10h20, puis voilà. Oui, alors, je ne sais pas si je peux aller voir au fait maintenant, mais alors après, je vous fais un tag aussi. Je pense aussi vous savoir taguer, mais. Ok. Donc, normalement, j'écris toujours les messages dans l'équipe, dans les conversations à l'intérieur du canal des physiques générales. Ok, bah, c'est bizarre. Par contre, après, tout de pas suite grave. après, alors normalement, aujourd'hui, on va travailler comme ça. Je fais un mini résumé, vraiment mini. Et après, on avance un petit peu. On fait un exercice aux deux ensemble. Et après, je vous laisse le temps pour faire les exercices à vous. Et comme l'autre fois, vous m'envoyez dès que vous pouvez. Normalement, vous avez le temps pour faire les exercices devoirs. Comme ça, on a tout de suite un retour. Et déjà, jusqu'à midi, je suis disponible à répondre aux questions et même après. Et comme ça, peut-être dès qu'on a fini, Mona, vous pouvez aller voir tout de suite l'autre résumé aussi. Ok, ça marche. Mais je vais redire vite un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vais partager mon écran, vous me dites si ça marche. Donc là, c'est WhatsApp. Est-ce que ça, vous voyez ici? Oui. Alors, donc Mona et pour tous, en fait, la semaine passée, on a parlé de cette nouvelle grandeur avec laquelle on a affaire, ce qui est l'énergie. L'énergie, c'est une grandeur très importante. Surtout, il y a deux choses importantes. Elle se présente sous plusieurs formes et on peut la transformer d'une forme à l'autre. Elle n'a pas une apparence unique, elle se déguise sous des formes différentes et une des formes, la première avec laquelle on a affaire, c'est la chaleur. Donc, ce qu'on appelle dans la vie courante la chaleur, c'est un transfert d'énergie. Donc, c'est une forme d'énergie qui se manifeste lors d'un échange de chaleur. On appelle la chaleur avec la lettre Q, majuscule. Donc, c'est vraiment, on va l'étudier dans les détails, cette forme de chaleur, mais on ne va pas oublier que c'est une forme parmi d'autres formes possibles d'énergie. OK pour tous, jusqu'à là? Oui. Comment mesurer la chaleur? On peut mesurer la chaleur par ses effets. Un effet du passage de chaleur, c'est la variation de température. C'est un des effets de la chaleur. Ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que quand vous échangez de la chaleur, Q ici, vous obtenez une variation de température, en delta θ. On a essayé de faire une expérience virtuelle, on a pu trouver une formule qui nous permet vraiment de mesurer la chaleur nécessaire pour faire varier les températures en échantillon d'une certaine masse et composé d'une certaine substance qu'on peut caractériser par la grandeur qu'on appelle petit c, qui est la chaleur massique. Cette formule se lit. Si vous fournissez de la chaleur, vous obtenez une variation de température delta θ qui dépend de la masse m et de la substance que vous chauffez et donc de sa chaleur massique. Cette formule est valable dans les cas. Si vous fournissez de la chaleur, c'est de la chaleur positive. Et donc, delta θ est positive aussi. Donc, vous avez une augmentation de température. Si vous élevez de la chaleur sera des signes négatifs. Et donc, vous observez un delta θ négatif. Donc, les températures baissent. On a une seule formule pour montrer les liens entre la chaleur fournie ou élevée dans un certain système et la variation de température. Cette variation de température donc dépend de la masse que vous chauffez, mais aussi de la substance. La substance, donc, c'est représenté par la chaleur massique, cette petit c. La chaleur massique est tabulée dans les formulaires pour chaque substance. Donc, vous cherchez pour le fer, pour l'eau, pour l'acier. On va chercher dans la ligne et on cherche la valeur de la chaleur massique selon l'état de la matière. Donc, si le fer se présente à l'état solide, on choisira la colonne chaleur massique à l'état solide. Si le fer se trouve à une température plus haute que sa température de fusion, il se trouve à l'état liquide, il faudra choisir la chaleur massique du fer liquide. Pour l'eau, normalement, dans votre formulaire, vous avez l'eau en tant qu'eau liquide. Donc là, on prend la chaleur massique de l'eau. Si c'est la glace, dans les Fortec, on la nomme vraiment glace. Donc, on va chercher sous glace pour avoir l'eau solide. Est-ce que ça va pour tous quant à cette formule?
Oui. Qui a des questions? Pas de questions? Ok. Alors, bon, est-ce que vous m'entendez, hein? Vous êtes là? Allô? Ok, vous me dites. On vous entend, oui. Ok. Alors, par contre, là, on a vu donc cette formule qui nous permet de mesurer la chaleur pour une substance composée complètement de la même substance ou même matériau. Si vous avez un échantillon de fer, acier, aluminium, on peut calculer la chaleur. Qu'est-ce qui se passe si le corps que vous voulez chauffer n'est pas composé d'une seule substance? Parce que parfois, on a affaire avec des casseroles qui ont plusieurs couches de plusieurs matériaux différents. Parfois, on a affaire avec des thermos qui sont composés par de l'alu, par du plastique, par de l'air. Parfois, on a affaire avec les fers à repasser. On n'aime pas trop, mais parfois, on a affaire avec. Et lui aussi, il est composé par plusieurs matériaux. Donc, comment Faut analyser chaque matériau? Alors, soit si on connaît la composition, donc la masse de chaque matériau, on peut calculer, comme vous dites, et les faire comme ça. Parfois, par contre, on ne sait pas que les couches qui sont à l'intérieur. Dans les cas où vous chauffez un corps composé par plusieurs substances, on doit vous donner, soit on vous demande de trouver, mais alors il faut connaître toutes les autres informations, on peut parler de la capacité calorifique. Mu, c'est comme un U avec un pied, une longue jambe sur la gauche, mu, c'est la M de l'alphabet grec, mu. Ce symbole indique la capacité calorifique. Normalement, quand vous achetez un fer à repasser, quelque part dans les manuels, ils vous donnent la capacité calorifique. C'est au fait, c'est eux qui ont calculé la masse et la chaleur massique de tous les éléments qui sont dedans. Et donc, dans ces cas-là, on peut remplacer la masse et la chaleur massique par mu. Mu, c'est quelque chose qui caractérise la capacité calorifique est typique pour chaque objet. Donc, on ne peut pas l'avoir tabulé. Soit on vous donne dans l'exercice, soit on vous demande de les trouver, mais on doit vous donner la chaleur et la variation des températures. Donc, dans ces cas-là, pour un corps composé de plusieurs substances, Q égale à mu fois delta θ. C'est mu résume la propriété de cet objet composé par différentes substances. Mu, c'est M fois C, donc c'est ça? Mu, c'est M fois C. Oui, il remplace pour un corps qui a des masses et des substances différentes. Et donc, il vous donne directement sa capacité calorifique. Mais seulement dans les cas où, justement, il est un corps composé par plusieurs substances. OK? C'est pas utile tout de suite, mais on va les retrouver, donc on les dit déjà. C'est OK pour tous? Oui. Après, Mona aussi, en fait, on a dit que la chose particulière de l'énergie, c'est qu'on peut les transformer d'une forme à l'autre. C'est vraiment ce qu'on observe partout. Une fois qu'on acquiert ce regard sur la réalité autour de nous, on ne peut pas s'empêcher de voir des transformations d'énergie d'une forme à l'autre. C'est vraiment tous les appareils qu'on a à la maison, notre corps, on est en train tout le temps de transformer l'énergie d'une forme à l'autre. On appelle un appareil qui transforme l'énergie d'une forme à l'autre une machine. Donc, une machine se caractérise parce qu'il y a une certaine forme d'énergie à l'entrée et une certaine forme d'énergie à la sortie. Okay. Ce diagramme ici avec les flèches, c'est très important vraiment à visualiser parce qu'à partir de maintenant, vraiment de maintenant, dans les exercices qu'on va faire aujourd'hui, on va considérer des transformations d'énergie. Par exemple... Madame, juste une question. Là, vous montrez quoi sur votre écran? Parce que nous, ça ne bouge pas. Je n'ai pas compris. En tout cas, vous ne voyez pas les diagrammes avec les machines? Non, on voit rien. Ouais, voilà, c'est bon. Je ne sens pas bien, par contre. Est-ce que là, vous voyez les diagrammes avec les machines? Moi, je vois rien. C'est noir. Voilà. Pardon? C'est tout Vous ne voyez pas? Il n'y a rien. Vous ne voyez rien. OK, on réessaye. Comme ça? Ouais, c'est bon. C'est beau? Ouais, c'est mieux. OK, merci. Faites ci. Moi, je ne sais pas comment vous voyez les choses, donc faites ci. Alors, voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on peut transformer l'énergie. C'est ce qu'on fait vraiment au quotidien, vraiment tout le temps. La nature fait ça. Imaginez la photosynthèse, en fait, qui se passe dans les plantes. Qu'est-ce qu'elles font? Elles transforment l'énergie qu'elles reçoivent du soleil,
c'est de l'énergie liée à la lumière du soleil. Les plantes vertes transforment ça en énergie chimique qui leur permet de vivre, de grandir, de pousser. C'est vraiment tout autour de nous, vraiment, on peut décrire l'univers comme une transformation continue d'énergie. C'est ça qu'on est en train de faire, on transforme l'énergie tout le temps. Et on appelle une machine un appareil qui transforme l'énergie. Donc, ça veut dire qu'à l'entrée de la machine, il y a une forme d'énergie, à la sortie, il y a une autre forme d'énergie. Les diagrammes avec les flèches, à partir de maintenant, donc c'est important, c'est vraiment, on va faire des exercices en utilisant ces schémas pour comprendre. OK? Okay. Par exemple, si on considère le cas d'un bouillard qu'on utilise pour chauffer de l'eau, quelle est la forme d'énergie qu'on a à l'entrée? De l'électricité. De l'électricité. OK? Donc, c'est de l'énergie électrique, c'est de la forme d'énergie, c'est l'électricité. Pour faire marcher cet appareil, on a besoin de les brancher. Donc, on a de l'énergie électrique. Et quelle est la forme d'énergie à la sortie? Thermique. De la chaleur. De la chaleur. OK? Donc, on ne l'a pas écrit, mais c'est de la chaleur. Donc, on utilise, en fait, est-ce que la bouilloire produit de la chaleur? Non, elle transforme de l'énergie électrique en chaleur. On observe une transformation d'énergie sur une forme à l'autre. Notre finalité, c'est d'avoir de l'eau plus chaude, en température plus haute qu'au départ. Et donc, on a besoin de chaleur. On transforme de l'énergie électrique en chaleur. OK pour tous? Donc, dans le cas de l'énergie électrique, vous voyez, quand vous branchez l'appareil, en fait, au réseau, vous recevez de l'énergie électrique, c'est égal à la puissance électrique de l'appareil que vous utilisez, fois les temps. Plus les temps passent, plus d'énergie vous consommez, vous facturez, en fait, à la fin. Donc, en fait, l'énergie électrique, dans ce cas, dans cette modélisation, c'est égal à la puissance électrique, le rythme avec lequel la bouilloire utilise de l'énergie au réseau, fois les temps. Donc, on peut faire l'exercice qu'on va faire maintenant. On va considérer comment un bouilloire transforme de l'énergie électrique pour chauffer de l'eau. Sans oublier que l'énergie électrique, on peut la calculer comme la puissance fois le temps. OK pour tous? Donc, on est dans les polycopiés. Dans les polycopiés, vous vous souvenez, il y a une première partie avec plus ou moins les mêmes diapositives que vous voyez maintenant. Et après, il y a l'exercice que j'appelle exemple 4, les prix d'en bas, qui nous amène en fait dans les domaines d'exercice transformation d'énergie. Okay. On peut tous aller voir, en fait, c'est l'exemple 4 dans les polycopiés. Comme ça, on peut le faire ensemble. L'exemple 4. C'est OK pour tous? Oui. Non, moi je ne trouve pas l'exemple. Alors, donc, c'est dans les polycopiés vers la moitié. C'est les petites C'est la diapos, friteuse ou bien c'est l'eau liquide se solidifie? Non, alors c'est pardon. Est-ce que tout le monde est à l'exercice? Non, madame, c'est dans les petites diapos ou pas? Non, après, dans la partie exercice. Là où, en gros, il y a écrit exemple 4. Il y a les pages où il y avait les... Ah ouais, j'ai trouvé. Ok, parfait. Mélange avec changement d'état. Tout le monde est là? Non, on n'est pas encore là. Il y a transformation d'énergie. Madame, je ne le trouve pas. Je le trouve pas. Il y a mélange avec changement d'état. Il y a une page comme ça, là. Plus loin. On avance, avancez, et après, il y a la place pour les exercices. C'est après. Ah, c'est les blancs, c'est ce que je vous dis. C'est les exemples, il y a écrit en écrit. Encore plus loin. Encore plus loin. Ah, le prix d'un bain, vas-y, ça va, je suis pas allée trop loin. Merci. Au top, gros. On est tous là. Ok, bien. Parce que d'abord, j'ai mis les théories, en fait, disons, et après, j'ai mis la place pour les exercices. Alors, donc, pour prendre en bas, on chauffe 170 litres d'eau de 14 degrés Celsius à 40 degrés Celsius avec un rendement de 87%. Alors, là, on vous demande de spécifier dans les diagrammes les formes d'énergie à l'entrée et à la sortie. Trouver la quantité de chaleur reçue par l'eau afin de pouvoir prendre ces bains. Trouver la quantité de chaleur ou d'énergie fournie par la chaudière. Trouver le prix de ces bains si les kilowattheures coûtent 13 centimes. Donc, vous voyez, en fait, qu'est-ce qui se passe? On veut
prendre un bain, on a la nécessité de chauffer une certaine quantité d'eau d'une température initiale à laquelle elle sort, en fait, normalement stockée, en fait, à une autre température. Et pour avoir cette chaleur, on utilise une chaudière, donc là on les comprend du texte, une chaudière électrique qui est branchée au réseau. Et donc on est en train de transformer l'énergie électrique en chaleur. Et après, en fait, on vous dit aussi combien ça coûte, en fait, l'énergie qu'on emprunte, en fait, au réseau. OK, pour tous, vous voyez la situation? Oui. Alors, donc, si on voit la situation, donc, Mona, quelle est la forme d'énergie à l'entrée? L'énergie, j'arrive pas à lire en fait. L'énergie, je sais pas, électrique? Électrique. On a besoin, on utilise la chaudière à brancher au réseau, donc l'énergie à l'entrée, c'est de l'énergie électrique. La chaudière la transforme en chaleur pour chauffer l'eau. OK? Donc là, en fait, je l'écris aussi, là, vous le voyez, énergie électrique et chaleur. Okay? Madame, oui. Si on avait une chaudière au gaz, ce serait quand même électrique? Alors, si c'est du gaz brûlé, c'est l'exemple qu'on va faire après. OK. OK? Donc là, pour l'instant, on se concentre quand l'énergie d'entrée, c'est l'énergie électrique. Et après, on va voir qu'est-ce qui se passe si on a une combustion, donc de l'énergie chimique à l'entrée. En fait, c'est le même type d'exercice, mais il faut prendre une autre formule. OK pour tous? Donc, là, c'est souvent, je demande en fait de remplir les flèches parce que nous oblige à réfléchir en fait sur la forme d'énergie à l'entrée et à la sortie. Alors après, quelles sont les données qu'on a? Donc, Chloé, on donné? On a θ1 et θ2. Oui, donc c'est 14 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Après, Edouard, une autre donnée? On a le volume en litres. On a les volumes en litres. Donc, normalement, on les transforme en mètres cubes. Ensuite, on utilise pour trouver la masse, on a besoin d'utiliser la masse volumique. OK? Bien, après, donc, Lucille, une autre donnée? Le rendement en pourcentage. On a le rendement en pourcentage. Donc, on peut l'écrire en pourcentage, 87%. Soit on peut l'écrire en écriture décimale, ce qui nous donne 0,87. Vous vous souvenez, le rendement pour une machine, c'est le rapport entre l'énergie à la sortie et l'énergie à l'entrée. Donc là, vous voyez, on a les données. Donc, on a les 170 litres, donc 0,170 mètres cubes, température initiale, température finale, le rendement. Le rendement n'a pas d'unité de mesure. Donc là, j'écris aussi la masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube pour calculer la masse. Et vu que je chauffe de l'eau, je vais chercher la chaleur massique de l'eau. 4187. À la fin, au fur et à mesure, on la prend par cœur, mais on peut toujours la chercher dans les formulaires. La chaleur massique, c'est des joules par kilogramme par degré Celsius. Et après, il vous donne aussi les prix du kilowattheure. C'est 0,13 francs par kilowattheure. Okay? Donc là, c'est les données. OK pour tous? Si on veut calculer, donc, Richard n'est pas là. Richard, vous êtes là? Oui, je suis là. Alors, Michael, Non, je suis là. si on veut calculer la chaleur Allô? reçue par l'eau. Allô? Oui. Ah, vous m'entendez? Oui. Mais du coup, Donc, vous avez noté que je suis là? Michael, si on voulait calculer la quantité. Ah non, Richard, vous êtes là, voilà, bonjour. Alors, donc, je ne vous avais pas dit bonjour. Donc, Richard, si on veut calculer la quantité de chaleur reçue par l'eau, comment on peut la calculer? Avec la formule qu'on a vue avant? Oui. Donc, la chaleur que doit recevoir l'eau pour se chauffer, c'est MC delta θ. Ouais. Dans ce cas-là, on n'a pas la masse volumique fois le volume, fois C fois delta θ. On peut calculer la quantité de chaleur. Si l'eau reçoit cette quantité de chaleur, elle va atteindre la température souhaitée. OK? Ça va pour tous? On peut mesurer la quantité de chaleur que doit recevoir l'eau. Donc maintenant, Michael, est-ce qu'on peut calculer la quantité de chaleur fournie par la chaudière, c'est-à-dire l'énergie électrique qu'elle doit utiliser?
J'aurais envie de dire Comment que on fait oui. la calcul? Oui, comment? Bonne question, ça. Tout le monde réfléchit sur Ouais. quel est le lien entre la quantité d'énergie à la sortie et la quantité d'énergie à l'entrée. Quelle est la graphique qui nous permet de faire un lien entre l'énergie à la sortie et l'énergie à l'entrée? Madame, Oui. Est-ce que je peux répondre à la question? Juste un moment, on laisse Michael réfléchir, après on écoute aussi votre... D'accord. Madame, résultat de Q2, c'est Oui. 10 puissance 7. Oui. C'est 10 puissance 7, c'est ça? Oui. On doit pouvoir avoir un rapport entre l'énergie électrique fournie et puis la chaleur obtenue, non? Oui, alors on donne la parole. Alors, c'est qui avait une idée, alors dites. C'est Denis qui avait une bonne idée. Denis, il avait une bonne idée. Oui, Denis, donnez-nous votre idée. Qu'est-ce qu'on peut utiliser? On peut utiliser l'énergie sortie de Les- l'eau. On sait que l'énergie sortie de l'eau, c'est Q2. Et nous, on Oui. aimerait trouver l'énergie électrique. Oui. Alors du coup, on sait que le rendement, c'est l'énergie à la sortie divisé par l'énergie à l'entrée. Donc, pour trouver l'énergie d'entrée, on fait le rendement fois l'énergie d'entrée. Non, le rendement divisé par l'énergie à la sortie. Ouais. En fait, les mots-clés ici, c'est utiliser La formule du rendement. Oui, du rendement. Oui, voilà, c'est ça, c'est la bonne idée. Donc, Michael dit, il y aurait besoin de connaître quel est le rapport entre la forme d'énergie à la sortie et la forme d'énergie à l'entrée. Denis dit, la réponse à ça, c'est rendement. Parce que le rendement, c'est le rapport entre la quantité d'énergie à la sortie et la quantité d'énergie à l'entrée. Dans un monde idéal, c'est égal à 1 à 100%. Dans la réalité, ce rapport est toujours inférieur à 1, c'est inférieur à 100%, parce que quand vous transformez, on l'a vu la semaine passée, quand vous transformez dans l'énergie à la sortie, vous transformez aussi une partie de l'énergie initiale dans une forme d'énergie qui n'est pas utile à votre finalité. C'est pour ça que l'énergie à la sortie est plus petite que l'énergie à l'entrée, et c'est pour ça que le rendement est inférieur à 1. Donc, on connaît la quantité d'énergie qu'il faut à l'eau pour faire les bains. On doit trouver quelle doit être l'énergie à l'entrée, donc l'énergie électrique, c'est on transforme la formule de rendement. Et on trouve une valeur qui est plus grande que la chaleur que doit recevoir l'eau. Et c'est comme ça que ça marche. Effectivement, vous fournissez 2,12 fois 10 puissance 7 joules. La quantité qui se transforme effectivement en chaleur, c'est 1,85 fois 10 puissance 7. Il y a une partie qui se transforme en chaleur, une autre partie, par exemple, elle chauffe la chaudière, elle chauffe l'air autour de la chaudière, donc elle ne va pas arriver au but de chauffer l'eau. Elle est transformée dans une forme qu'on ne peut pas réutiliser. Est-ce que tout le monde voit comment on a pu résoudre? Oui. Okay. Donc, j'utilise les rendements. C'est quoi le P égale 1000 kg par mètre cube? C'est quoi? Qui? Pardon? Dans la liste de J'ai pas compris la... Dans la liste de données, il y a Oui. P égale 1000 kg par mètre cube. Ça représente quoi, ça? C'est la masse volumique de l'eau. Parce que là, il vous donne le volume. Donc, après, dans la formule ici, je transforme la masse. Donc, je tiens la masse comme la masse volumique fois le volume. Ok. OK? Donc, je l'écris, je l'utilise. OK? Question? Oui, pour le C, c'est quoi les unités? C'est joules par kilogramme degré? Non. Donc, les rendements n'a pas d'unité de mesure. C'est un rapport entre... Pas le rendement, dans la liste des données, le C. Ah oui, le C, c'est des joules par kilogramme par degré Celsius. C'est la chaleur massique. C'est la quantité d'énergie par kilogramme et par degré Celsius. Oui. Et puis dans le vortex, le C, c'est ce qu'on trouve, genre soit c'est CS, soit c'est CP. Je n'ai pas le vortex sous la main, mais oui, il y a les solides et les liquides.
Alors, Vortex, c'est à la page 19 et c'est la chaleur massique liquide de l'eau qu'il faut prendre. C'est le 4187. Ok, oui, ok. Merci. Donc, voilà, je l'ai en fait. Oui, c'est la chaleur massique. Vous la voyez comme ça, c'est une chaleur massique. Il y a liquide et solide selon les matières. Ok. Et d'ailleurs, madame, c'est quoi la différence entre CL et CP? Ah, c'est gaz et liquide. Non, c'est bon, rien. Ça dépend. En fait, là, cette valeur n'est pas la même. Ça change avec l'état de la matière. Donc, on a calculé, tabulé selon l'état de la matière. OK? OK? Ouais. Alors, maintenant, Louane, si on veut calculer les prix que vous devez payer pour faire ces bancs, combien ça vous coûte? Comment on peut les calculer? Parce que vous voyez, en fait, l'énergie électrique que vous transformez ensuite, vous l'achetez chez le fournisseur. Et là, on vient de calculer l'énergie électrique. Or, votre fournisseur vous dit qu'un kilowattheure d'énergie coûte 13 centimes. Donc, comment on calcule les prix? Il faut transformer ça en kilowattheure. Oui, exact. Oui, il faut transformer les joules en kilowattheure. Okay? Je sais plus comment on a vu là. Il faut diviser par 3 600 000. Okay. Donc, vous savez les valeurs en joules, vous divisez par... On sait qu'un kilowattheure, c'est égal à 3,6 fois 10 puissance 6 joules, donc 3 600 000 joules. Donc, on a la quantité en joules, on divise par cette quantité, on trouve que cette quantité en joules correspond à 5,9 kilowattheures. Donc, on a la quantité de kilowattheures, on multiplie fois les prix d'un kilowattheure et on trouve que les prix pour ces bancs, c'est presque 77 centimes. On a pu transformer l'énergie. Est-ce que tout le monde voit la transformation d'énergie? Oui. Madame? Oui. En gros, vous avez multiplié 2,127 fois 10 puissance 7 fois par 3,6 fois 10 puissance 6, c'est ça? Oui. Comme ça, je transforme des joules à kilowattheure. Diviser, vous aviez dit, non? Pardon. Oui. Ouais, diviser. Pour passer des joules à kilowattheure, je dois diviser. Ouais, ok. Parce que j'ai compris que Lucie l'avait dit multiplier. Mais non, on divise. Vous voyez, je retrouve avant. Merci, les gars. Okay. Donc, vous voyez comment on fait ce type d'exercice. On essaie de comprendre quelle est la transformation d'énergie. On utilise pour faire les liens entre l'énergie à l'entrée et l'énergie à la sortie, les rendements. Et cela nous permet, en fait, de calculer vraiment, de prévoir, par exemple, l'énergie électrique dont on a besoin. Question? Madame? Oui. Est-ce que je peux juste partir 5 minutes? Oui, oui, allez-y. Ben, nous, on continue, c'est enregistré, après je mets les liens. Okay? Ah, merci. J'ai une question. Continuez? J'ai une question. Oui. Les réponses, oui. Est-ce que vous nous les donnez ou bien vous les mettez sur fichier? Moi? Oui. Si je vous donne les corrigés? Ah, oui. c'est corrigé là? Oui, je peux le faire. Après, ok, je vais mettre. En fait. Ok. Ok. Question? On peut avancer? Alors, on va voir. Alors, pour la prochaine, après, en fait, il y a l'exercice qui est l'exemple 5, la friteuse, l'exercice suivant. Vous le ferez après dans la partie où vous faites les exercices. On va voir juste un autre exemple. Comme ça, après, vous avez 2 exercices pour devoir. OK? C'est OK? OK. Donc, les premiers devoirs, friteuse. Et après, maintenant, on va faire un autre exemple et on va terminer l'exercice. Alors, on a dit qu'on peut voir ces transformations d'énergie. C'est Lucie, le fait, qui nous a fait l'exemple. Vous voyez ici. Okay.
Donc, Lucille nous a demandé qu'est-ce qui se passe si pour chauffer, je brûle quelque chose, je brûle du gaz, je brûle du bois, par exemple, ou du mazout. Okay? Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment la même idée. Vous transformez toujours l'énergie pour avoir de la chaleur à la sortie et chauffer l'eau de votre bain. Mais à l'entrée, vous utilisez de l'énergie chimique issue de la combustion. OK? J'ai juste pas très bien suivi où on était. C'est l'exemple 4, c'est ça? Enfin, mais Alors, là nous, où on a en fait est- ensemble l'exemple 5 sera devoir. Je l'ai redit après. L'exemple 5, la friteuse, sera devoir pour Ouais. faire après le temps que Ça, je j'ai vous com- laisse ça, libre j'ai- pour le faire. OK? Mais du Alors, coup, là- maintenant, on va voir un autre exemple de transformation d'énergie. OK? Masse combustible, voilà, on en est là. Donc, l'autre exemple, c'est ce qui Lucie le fait demander avant. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe si je veux toujours chauffer de l'eau, mais au lieu d'utiliser les courants électriques, l'énergie électrique, je vais, par exemple, brûler des choses. Vous pouvez brûler du mazout, vous pouvez brûler du bois. Okay? Qu'est-ce qui se passe si, dans les cas où j'utilise en fait une combustion comme énergie à l'entrée? Dans ces cas-là, l'énergie à l'entrée, c'est de l'énergie chimique produite lors de la combustion. Mais la démarche est toujours la même. Il y a une quantité d'énergie chimique produite lors de la combustion qu'on transforme avec un certain rendement en chaleur. Okay? Donc, on est encore en train d'observer une transformation d'énergie. Comment on peut calculer l'énergie chimique produite lors d'une combustion? En fait, on remarque que différentes matières, différents matériels ont une efficience différente à produire de l'énergie quand ils sont brûlés. On a établi pour chaque substance une grandeur qui s'appelle le pouvoir calorifique. Donc, vous savez déjà, normalement, vous savez dans la théorie, en fait, vous savez ça voilà, vous l'avez dans les diapos. Et après, on trouve aussi dans les livres, mais normalement, on vous donne aussi lors des exercices. Donc, le pouvoir calorifique, ça vous indique la quantité d'énergie, c'est des joules par kilogramme brûlé. Si vous brûlez du bois, si vous brûlez du charbon, si vous brûlez de l'huile de chauffage, ils sont pas la même efficience, ils donnent pas la même quantité d'énergie à parité de masse brûlée. Comment tenir trace de ça? Il y a cette grandeur qui s'appelle le pouvoir calorifique. Ça vous indique la quantité de chaleur fournie par un kilogramme de cette substance. Et donc, on peut calculer la quantité de chaleur fournie. Si vous connaissez la masse que vous avez brûlée et les pouvoirs calorifiques, vous pouvez prévoir la quantité d'énergie, la quantité de chaleur produite. Madame, est-ce qu'il y a le polycopier sur Teams? Non, je ne suis pas sûre. Okay, parce que bah, c'est tout petit, on ne voit pas bien sur les feuilles. Ouais. Je peux le mettre, mais là, c'était juste, ouais, c'est vrai que c'est petit, mais c'est juste pour suivre un petit peu. Donc, c'est vrai, là, c'est petit, les données, normalement, on vous donne dans les exercices, parce que ce n'est pas tabulé dans les Fortec. OK? Donc, selon la substance, vous voyez, chaque substance a un pouvoir calorifique spécifique quant à elle. Donc, si vous brûlez une certaine quantité, une certaine masse, voilà la quantité de chaleur que vous produisez. Et comme ça, on peut vraiment imaginer de remplacer ici, en fait, l'énergie chimique brûlée du boutin, vous brûlez du mazout, vous brûlez du bois, vous pouvez prévoir que l'énergie chimique produite, c'est égal à la masse que vous avez brûlée fois le pouvoir calorifique. Question? Juste l'unité de ça, c'était comment? C'était quoi? C'est des joules par Kelvin. Par kilo. Oui, c'est des joules par kilogramme. Ça veut dire la quantité d'énergie en joules fournie par kilogramme de matière brûlée. Donc, c'est des joules par kilogramme. C'est noté, merci. OK. Ça va pour tous? Alors, après, on revient dans la partie exercice. On va un peu sauter. Donc, vous les retrouvez dans la partie exercice aussi, dans la page où il y a l'exemple 7.
on voit mieux les tableaux, Mona. Si vous feuilletez les pages, après, pour les exercices, on voit le tableau du pouvoir calorifique. Là où on a l'exemple 7. Et après, on fait ensemble l'exemple 8. C'est OK pour tous? Donc, vous voyez cette partie-là, les tableaux, on les retrouve à la page où il y a l'exemple 7. Et après, on fait ensemble les A de l'exemple 8. Donc, maintenant, on est à l'exemple 8.